Ok, alors on va parler du monitorage des fuites et on va attaquer ça tout de suite. Ça veut bien marcher. Donc c'est l'histoire de Gilbert qui a 73 ans, qui a un SOH avec un indice de masse corporelle à 37. Il a les autres antécédents qui vont bien avec, l'hypertension, le diabète. Hein, vous savez que c'est quasiment une constante dans le SOH. Il est traité par VNI sur une Lumis depuis 2016 avec un masque nasal. Et avec ça, il garde quand même une petite hypercapnie à 47 mm de mercure. Alors, quand on va analyser les données enregistrées par son ventilateur, comme Sandrine nous l'a montré, moi j'aime bien regarder sur les 30 derniers jours, et vous voyez qu'il est observant, hein, il a une utilisation médiane à 7h24, il le met tous les jours, donc il n'y a pas tellement de problème d'observance. En revanche, quand on regarde les fuites, donc que ce soit la fuite médiane ou la fuite au 95e, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un peu de fuite. Un peu? C'est une ResMed? Beaucoup, Oui. 28. 23, c'est le seuil, 25, c'est le seuil maximum, je crois, chez ResMed. On est Mais en ouais, fuite. elle compense jusqu'à 24 litres. Donc, Oui, mais enfin, ça fait beaucoup de fuites. C'est le seuil de fuite non intentionnelle, ce qui est en plus de la fuite du masque. Hein. Donc, c'est beaucoup. ouais, j'ai bien compris. Bon, donc vous dites qu'il y a un peu de fuite. Est-ce qu'il y a d'autres opinions? Ah non, vous avez dit qu'il y a des fuites moyennes, on va dire. Ok, donc on va voir justement comment on lit et on interprète ces statistiques. Hein. Donc, ça va être l'objectif des 45 minutes. On va interpréter les statistiques, mais vous allez voir que les statistiques, il faut aller au-delà. Et au-delà, ça veut dire examiner le profil des fuites, voir comment elles se répartissent de façon à essayer de comprendre le mécanisme et puis évaluer les conséquences des fuites, parce que suivant comment elles se passent, eh bien, elles peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes. Alors, en termes de statistiques, vous savez très bien que quand vous regardez les données enregistrées par les ventilateurs, les chiffres ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, ce patient, sur un ventilateur Philips, il a des fuites moyennes à 60 une nuit, 80 le lendemain. Celui-là qui est sur une Vivo, il est à 40. Celui-là qui est sur un EOV, il est à 14. Alors que celui-là qui est sur un Lowenstein, il est à 7 ou à 12. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'il y a des ventilateurs qui fuient plus que d'autres, c'est simplement que les statistiques ne montrent pas les mêmes valeurs. Et donc, il ne faut pas, absolument pas les comparer. Il faut comprendre qu'est-ce que le fabricant nous propose comme données. Alors, on va essayer de comprendre comment ces données sont calculées, parce que ça va être utile. Donc, vous savez que si je prends ce schéma avec le ventilateur ici, le circuit et le masque, le ventilateur, lui, il mesure tout à la sortie du ventilateur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de capteur dans le masque. Hein. Toutes les mesures qui sont faites par le ventilateur, c'est la pression et le débit juste avant la sortie. Et à partir de là, il va calculer la pression dans le masque, le débit de fuite et le débit du patient. Et c'est ça qui va nous afficher sur les courbes ou sous forme de statistiques, mais il faut bien comprendre que c'est un calcul, ce n'est pas une mesure directe. Alors, comment ça se passe? Pour ce qui est de la pression, c'est relativement simple. La pression qui calcule dans le masque, c'est la pression du ventilateur moins la perte de charge qui survient sur le circuit. Hein, comme le circuit a une certaine résistance, eh bien, il sait très bien combien de pression on perd dans un circuit. Tous les circuits ont la même longueur. Et c'est pour ça que sur certains ventilateurs, on va paramétrer quel type de circuit on utilise, hein, du 17 ou du 22. Ça permet au ventilateur de connaître les caractéristiques du circuit et donc de savoir combien on a perdu de pression dans le circuit. Et donc, globalement,
qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mesure donc la pression à la sortie du ventilateur, il soustrait la perte de charge qui dépend du débit et il nous affiche une courbe qui est calculée. Mais quand nous, on va demander, par exemple, 5, 15, 5 de PE, 15 de PI, lui, le ventilateur va se débrouiller, si je puis dire, pour avoir 5, 15 au niveau du masque. Ce qui veut dire qu'au niveau du ventilateur, peut-être qu'il sera à 16 ou à 16,5 de pression, hein, tenant compte de la perte de charge. Pour le débit, comment ça se passe? Alors, comme l'a dit Sandrine, on a plusieurs fuites. On a la fuite intentionnelle. La fuite intentionnelle, c'est la fuite par les trous du masque, hein. Et vous savez très bien que la fuite intentionnelle dépend du type de masque, c'est-à-dire qu'entre un masque nasal, facial et narinaire, il n'y a pas le même nombre et la même taille de trous. Donc, en gros, plus le masque est gros en termes de volume, plus la fuite est importante, la fuite intentionnelle. On sait aussi que entre deux masques faciaux, par exemple, ils n'ont pas les mêmes fuites intentionnelles, hein. Si je compare un Philips, un ResMed et un Fischer-Paykel, par exemple, c'est tous des masques faciaux, mais ils n'ont pas forcément la même fuite intentionnelle et que donc, le calcul que va faire notre ventilateur sera plus précis si on nous demande de paramétrer le masque, hein. C'est pour ça que certains ventilateurs nous demandent est-ce que c'est un masque nasal, narinaire, facial. Ça leur permet de savoir quel est à peu près le niveau de fuite intentionnelle. Et vous savez que dans chaque masque, il y a, quand on ouvre le sachet du masque, si je puis dire, il y a un livret, généralement en 18 langues, où vous avez ce qu'on appelle le profil de fuite. Et qu'est-ce que c'est le profil de fuite? Ben, c'est la fuite normale. Donc, par exemple, pour ce masque, vous avez la pression sur l'axe des X, le débit sur l'axe des Y, et on vous dit que ce masque-là, si on met une pression à 4, eh ben, la fuite normale, elle est autour de 22 litres par minute. Et si je mets une PI à 20, par exemple, eh ben, la fuite normale, elle est à peu près, c'est écrit ici, 54 litres minute. D'accord? Donc, ce qui est normal, c'est quand ce patient il inspire, si j'ai mis une PI à 20, eh bien, le conjoint en face se prend 54 litres minute, c'est normal. Et c'est pour ça que de plus en plus, les fabricants mettent des trucs qui amortissent, si je puis dire, la fuite, parce qu'effectivement, ça peut être gênant pour celui qui dort à côté. Alors, il y avait une étude de Jean-Christian Borel il y a quelques années qui avait comparé tous ces fuites en fonction du masque et qui avait quand même confirmé, alors c'est des masques qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais si on refaisait l'étude aujourd'hui, on aurait à peu près le même message, que suivant les fabricants, les niveaux de fuite quand même varient d'environ 10 litres minute, hein, pour un même masque, je veux dire pour un masque facial ou pour un masque nasal. Et la conséquence sur les courbes de pression réelles, c'est-à-dire sur ce que reçoit le patient, peut être importante. Un masque qui a des fuites plus importantes, comme ce masque vert, par exemple, qui a des fuites, on va dire, un peu plus importantes que la moyenne, eh bien, le patient le sent parce qu'il recevra moins de pression que s'il avait un masque qui fuyait moins. Donc, concernant le débit, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, le ventilateur va mesurer le débit qui sort du ventilateur. C'est ce qu'on appelle le débit total, qui a été un peu abordé par Laurent Ivarsière, qui nous parlait du débit total. Le débit total, c'est le débit mesuré qui sort du ventilateur. Mais nous, ce qu'on a l'habitude de regarder sur nos courbes, c'est le débit patient, c'est-à-dire le débit qui rentre et qui sort de la bouche, plus ou moins. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Je remets ce schéma en gros. Le débit total, c'est-à-dire le débit qui sort du ventilateur, c'est le débit patient plus le débit de fuite totale. Vous êtes d'accord? Ce qui sort du ventilateur, ça va soit dans le patient, soit dans la fuite. Il n'y a pas de mystère. Et comment le ventilateur fait ça? Regardez le débit total, c'est-à-dire la courbe jaune, il est toujours positif, il est toujours au-dessus de la ligne de zéro. Ce que je veux dire, c'est qu'à tous les temps du cycle, il y a un débit qui quitte le ventilateur.
Même à l'expiration, pour maintenir la PE, il y a un petit débit qui quitte le ventilateur. Et d'ailleurs, si vous mettez votre main devant la fuite du patient, la fuite intentionnelle, vous sentez qu'il y a un débit permanent. Plus fort à l'inspiration, moins fort à l'expiration, mais il y a un débit permanent. Donc, que fait le ventilateur? Il va tracer la ligne qui représente la moyenne sur le débit total. Et ça, cette moyenne, donc on a un chiffre de l'ordre de 30, 35, 40, c'est ce qu'on appelle la fuite totale moyenne. D'accord? Donc, fuite totale moyenne, c'est fuite intentionnelle plus éventuellement la fuite non intentionnelle. À partir de là, il va recaler la courbe jaune sur le 0 de façon à construire la courbe du patient. La courbe du patient, elle est forcément centrée sur le 0 parce que le débit qui rentre doit ressortir, si je puis dire. On ne peut pas faire entrer plus que ce qui ressort. Donc, en fait, il translate cette courbe, il la met sur le 0, et ça, c'est la courbe de débit patient. Et la différence entre la courbe bleue et la courbe jaune, c'est la courbe de fuite totale. Donc voilà comment le ventilateur va séparer le débit total en un débit patient et en une fuite totale. Et comment on va passer de la fuite totale à la fuite non intentionnelle? Eh bien, on va utiliser le petit schéma qu'on a vu précédemment. Ici, on a un patient qui a une PE, par exemple, à 6, 6 ou 7. Hein. Donc, à 6, normalement, la fuite devrait être autour de 30 litres minutes, un peu en dessous de 30 litres minutes, ce qui est le cas ici. La PI est à 16. À 16, la fuite devrait être à 48 litres minutes. C'est à peu près ce qu'on a ici. Hein. Donc, ça veut dire que la fuite qu'on mesure correspond parfaitement à la fuite attendue. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite non intentionnelle. Vous comprenez? Hein? Si, et donc, il nous dit, il n'y a pas de fuite non intentionnelle. Si maintenant, donc c'est ce qu'on va afficher ici, il va nous afficher la fuite non intentionnelle tout au long de la nuit. Si maintenant, on a une courbe qui est comme ça, c'est-à-dire que la fuite qui mesure, la fuite totale qui mesure, est supérieure à la fuite attendue, et bien ça veut dire que la différence entre les deux, c'est une fuite non intentionnelle. Et il y a plusieurs types de fuites non intentionnelles. Il y a ce qu'on appelle la fuite proportionnelle. La fuite proportionnelle, typiquement, c'est un trou dans le circuit. Si je fais un petit trou dans le circuit, par exemple, j'aurai assise de pression une différence de 5 litres minutes, c'est ce qui correspond à la fuite par le petit trou, si je puis dire. Et puis, bien sûr, quand j'augmente la pression, eh bien, cette fuite sera plus importante, mais elle sera proportionnelle à la pression. D'accord? Donc là, il me fera un calcul et il me dira, vous avez une fuite non intentionnelle de 10 litres minute. Il fera en gros une cote entre la pression basse et la pression haute. Donc là, il me l'affichera très bien, cette fuite non intentionnelle. Maintenant, il y a des fuites qu'on appelle asymétriques. Qu'est-ce qu'une fuite asymétrique? C'est une fuite qui survient au-dessus d'une certaine pression. Donc, pour reprendre mon exemple, le patient est ventilé entre 6 et 16. Il n'y a absolument pas de fuite entre 6 et 15 et 13. Et puis au-dessus de 13, il y a une petite fuite. D'accord? Cette fuite qui survient à chaque inspiration quand la pression dans le masque dépasse une certaine valeur. Parce que le masque est mal ajusté ou parce que le patient a des joues creuses, etc. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué pour le ventilateur parce qu'il va dire à l'expiration, il n'y a pas de fuite, mais à l'inspiration, il y a une fuite. Et quand il va faire la moyenne des deux, il va nous afficher une fuite très faible, alors qu'elle n'est pas du tout très faible. Donc ces fuites asymétriques sont le cauchemar de nos ventilateurs parce qu'ils vont gêner le patient et surtout vont nous être assez mal montrés.
Docteur Arnal, ce genre de fuite, on peut le voir si on a un calcul de fuite si classique, c'est-à-dire on obtient la fuite à l'inspi et à l'expi. Si on moyenne, on a du mal à le détecter, ça. C'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. Exactement. Donc, pour le voir, il faut effectivement avoir un ventilateur qui propose la fuite à l'expiration et la fuite à l'inspiration. D'accord? Donc, comment on interprète ce truc-là? Si vous avez une fuite proportionnelle, c'est-à-dire inspiratoire et expiratoire, si on considère que cette partie-là est normale quand il n'y a pas de fuite, hein, vous voyez que brutalement, la fuite expiratoire augmente et la fuite inspiratoire augmente encore plus. Donc ça, c'est une fuite proportionnelle. D'accord? Un trou dans le circuit, par exemple. Hein, c'est pour être. Par contre, si on a une fuite asymétrique inspiratoire, c'est-à-dire une fuite qu'à l'inspiration, ben voilà ce que vous allez voir. Vous allez voir que la fuite à l'expiration, elle est toujours au même niveau, mais que de temps en temps, on a à l'inspiration beaucoup plus de fuite. D'accord? Et bien sûr, si on fait la moyenne des deux, ben c'est un peu piégeant. Voilà, j'ai un peu mis les traits. Donc, en pratique, comment on va interpréter ces statistiques? Si vous avez un ventilateur qui vous propose la fuite totale moyenne, c'est extrêmement compliqué de savoir interpréter ce chiffre. Hein. Si je vois que le patient il a une fuite totale moyenne à 60 litres, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est normal ou pas normal. Évidemment que si la nuit d'après il a 80 litres, c'est que probablement il en a plus. Mais ces simples statistiques ne sont pas très utiles à mon sens, mais vous allez regarder la fuite et comme on vient de le faire, et là vous allez voir s'il y a des moments dans la nuit où la fuite a augmenté. Donc c'est comme ça qu'on va interpréter les données. Si par contre vous avez un fabricant ou un logiciel qui vous donne des fuites non intentionnelles. Donc là, quelque part, c'est plus facile, mais il y a une approximation parce que le ventilateur ne sait pas exactement quelle est la fuite intentionnelle. Donc c'est vrai à plus ou moins 10 litres dans l'extrême. Et donc comment on va interpréter ça? Eh bien, on va globalement se satisfaire si la fuite médiane est à moins de 10 litres minute et se satisfaire si la fuite au 95e percentile est à moins de 20 litres minute. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces deux valeurs? Eh bien, c'est parce que il y a plusieurs types de fuites. Il y a des patients qui ont des fuites pas très importantes mais continues, donc à ce moment-là, c'est la médiane qui va sonner. Et puis, il y a des patients qui n'ont pas de fuite et qui de temps en temps ont des fuites très importantes. Et là, la médiane restera basse, mais c'est le 95e percentile qui va nous alerter. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien regarder un petit peu des deux. Donc, voilà les chiffres que je peux vous donner parce qu'il faut bien qu'on sache interpréter. Après, c'est mes chiffres à moi. Vous avez vu que Sandrine en a d'autres ou a dit qu'elle n'en avait pas. Donc, il n'y a pas de recommandation très ferme sur ce sujet. Donc, je reviens à notre Gilbert. Lui, il a donc 23 de fuite médiane et 37 de fuite au 95e. Donc, Christelle, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Il y a bien des fuites. Voilà, hein, il y a beaucoup de fuites. Tout le monde est d'accord? Pour autant, à ce stade-là, une fois qu'on a dit qu'il y a beaucoup de fuites, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Hein, on ne sait pas est-ce que c'est qu'il se met mal le masque, est-ce que c'est que le circuit il est percé, est-ce que c'est qu'il ouvre la bouche, c'est un masque nasal, etc., etc. Donc l'étape d'après, ça va être de regarder ce qu'on appelle le profil de fuite, c'est-à-dire comment la fuite va se répartir tout au long de la nuit. Et là, on a trois possibilités globalement, hein, une fuite continue, une fuite discontinue ou des fuites brèves et répétées. On va voir de quoi il s'agit. Et ça va vous permettre de deviner quel est le mécanisme. Quand on pense fuite, on pense souvent il faut changer le masque. En pratique, c'est rare.
c'est rare que ce soit le masque. Ça peut l'être si la taille a été mal choisie, ça c'est rare. Si le patient a déréglé son harnais, ça c'est fréquent, qu'à force de scratcher, déscratcher, ils ont déréglé le harnais, ou si le masque est mal positionné. Donc c'est un problème d'éducation au masque, et pas forcément de changement. Mais ça peut être des fuites qui sont dues au patient, entre guillemets, du relâchement musculaire. Quand le patient s'endort, il a les chairs qui deviennent souples et ça engendre des fuites, ou de l'ouverture buccale, hein, c'est la même chose. Relâchement musculaire, c'est sur un masse facial. Ouverture buccale, c'est sur un masse nasal. Des fuites positionnelles, quand le patient il bouge, des déplacements du masque, des obstructions des voies aériennes qui entraînent des fuites, une fuite sur de la barbe, tout simplement, ou une fuite sur le circuit, parce qu'il a mal remonté son masque, il y a une fuite au remontage, un bouchon qui a sauté, un circuit qui est percé, etc. Donc, on va voir, par exemple, Madame Marcel, 88 ans, qui a un syndrome restrictif sur une pléopathie radique et puis elle est un peu sylphoscoliotique. Elle est ventilée avec un masque facial et quand on regarde son profil de fuite, donc en haut, vous avez la fuite non intentionnelle tout au long de la nuit, c'est-à-dire entre 20 h et 5 h du matin. Alors, comment vous la décrivez, cette fuite? Proportionnel? J'ai pas entendu, excusez-moi. Proportionnel? OK. Alors, continue, discontinue? Discontinu? Discontinue. OK. Alors, discontinue, ça veut dire que de temps en temps, il y en a, de temps en temps, il n'y en a pas. Non. Questo c'est parfois plus bas. Alors, là, vous voyez, Non, c'est continu proportionnel. voilà, hein, c'est continu. Là, vous pouvez, c'est probablement proportionnel, mais vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'avez qu'une fuite moyenne, donc vous n'avez pas le. Mais vous voyez que quand la patiente se met le masque, il y a déjà une fuite, un peu en dessous de 10 litres. Elle s'endort, elle se lève, elle se tourne à gauche, elle se tourne à droite. La fuite ne change absolument pas. Et quand elle enlève son masque le matin, elle a toujours le même 10 litres. Donc, c'est typiquement une fuite continue qui ne dépend pas tellement de la patiente. Vous êtes d'accord? Oui, je comprends. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que ça peut être comme mécanisme quand on voit ça? Le masque peut être mal Le réglé. masque, oui. Alors, le masque mal réglé, vous pensez que ça va faire une fuite aussi stable, entre guillemets? Ça risque de varier un petit peu plus, un masque mal réglé. Un trou? Un trou, oui. Un trou à quel niveau? Un trou dans le circuit ou un mauvais montage? Oui. Effectivement, très stable, donc c'est permanent. Enfin, Voilà, vous avez un trou dans le circuit, vous avez une barbe, un patient qui met très bien son masque, mais qui a une fuite parce qu'il a une grosse barbe, par exemple. ouais, mais vous avez dit que c'était une madame. Ah oui, oui, c'est une madame. Donc, c'est pas elle, effectivement. C'est la femme à barbe? Quoi d'autre? Un petit bouchon qui a sauté sur un masque. Il y a des masques qui ont des petits bouchons qu'on perd facilement. Donc, ça fait volontiers une fuite à 10 litres minute. Voilà. Hein, donc, c'est généralement pas du côté du patient, mais c'est plutôt du côté du circuit. Attention, si c'est un circuit percé, une fuite à 10 litres, on va galérer pour la trouver. C'est-à-dire c'est un tout petit trou qu'on verra probablement pas, qu'il va falloir entendre. C'est entre deux replis, etc. Hein, parce qu'un trou qu'on voit à l'œil, généralement, il fuit plus que ça.
Dernière hypothèse, ça peut être un masque qui est mal paramétré. Là, on est sur une UMIS et vous savez qu'on doit paramétrer le masque. Donc, si jamais vous avez un patient qui a un masque nasal, chez qui on a paramétré, non, pardon, un masque facial, chez qui on a paramétré un masque nasal, le masque fait plus que ce qui est attendu et donc il va nous afficher ça comme une fuite non intentionnelle. Hein, donc ça peut être un des gags. Est-ce que c'est un problème, ce genre de fuite? Ah oui? Pourquoi? Je sais pas, nous on traque les fuites toute la journée alors. Donc par principe, on traque les fuites, ouais. Mais C'est ça. est-ce que ce genre de fuite, ça risque de gêner le patient? C'est ça le... Non, parce que la machine va être capable de compenser pour 10 litres de fuite, mais Voilà. Hein. Donc, c'est pas un gros problème, c'est-à-dire qu'une fuite stable comme ça sur un circuit percé ou sur une barbe, la machine va la compenser et comme elle est stable, la compensation sera de bonne qualité. Donc, le patient risque de ne pas être trop gêné. Là où ça m'embête un peu, c'est que on a entendu ce matin que nos ventilateurs, quelle que soit la marque, sont capables de compenser des fuites jusqu'à 30 litres. Des fois un peu plus, mais on retient le chiffre de 30 litres. Donc, si j'ampute déjà 10 litres de compensation sur une bêtise comme un circuit percé, eh bien, le jour où il va y avoir le masque qui va réellement bouger, j'aurai moins de capacité, si je puis dire, de compensation. Donc, le message, c'est quand on voit une fuite comme ça, si le circuit est percé, ben bien sûr qu'on le change. Si maintenant c'est un gros barbu qui nous dit « Docteur, je veux pas raser ma barbe », ça peut être acceptable. D'accord? Ok. Alors, Monsieur Despierre, il a un overlap syndrome. Il est ventilé avec un masque facial, très observant, bonne gazométrie. On regarde son profil de fuite, donc c'est le même exercice. On regarde la fuite non intentionnelle. Lui, il se couche beaucoup plus tôt, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'on voit comme fuite? Quel type de fuite c'est? Continue, discontinue, bref et répété. Discontinue? Oui, typiquement discontinue. discontinue. Hein. Est-ce qu'il met bien son masque? Oui, parce qu'au début, il n'a pas de fuite et après, il a des fuites. Voilà, hein, tout le monde voit. Vous voyez que quand il met son masque le soir, il n'y a pas de fuite. D'accord? Quand il se réveille la nuit, qu'il le remet, ou simplement quand il se réveille, il n'y a pas de fuite. Donc en fait, il a des fuites quand il dort, probablement. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme mécanisme pour ce genre de fuite? Position, quelqu'un qui bouge dans le lit beaucoup? Alors quelqu'un qui bouge dans le lit, oui, mais généralement, c'est des périodes moins longues. Là, on a vraiment l'impression que dès qu'il s'endort, il y a de la fuite, dès qu'il se réveille, il n'y a plus de fuite, etc. Hein, quand vous avez des fuites positionnelles, c'est plutôt des périodes de une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que c'est d'un côté, c'est pas de tous les côtés, pas forcément de tous les côtés. Hein, mais je ne peux pas l'exclure totalement. C'est un masque nasal ou Non, facial. facial? D'accord. Donc, on va dire que c'est des ouvertures de bouche. Alors, ça serait un masque nasal, on penserait à des ouvertures de bouche. L'équivalent sur un masque facial, c'est exactement ça, ça s'appelle du relâchement musculaire. C'est-à-dire que le masque va très bien tant que le patient est réveillé, et puis quand il s'endort, effectivement la bouche tombe un peu, les muscles se détendent, et c'est là qu'apparaissent les fuites. Hein. Donc, les fuites qui surviennent pas juste pendant les périodes de sommeil, on appelle ça du relâchement musculaire généralement, et ça c'est un tracé typique de relâchement musculaire. Est-ce que cette fuite, elle est acceptable? Non, Non. Non, pourquoi? la machine n'est pas capable de la compenser. Ah, ok. À quoi on voit ça? Mais il a bien corrigé sa gazo. Enfin, il Ben, n'est il y a pas 40 très. litres, plus de 40 litres de fuite sur plus de la moitié de la nuit. Mais lui, il ne se plaint de rien.
Alors, il se plaint de rien. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Il se plaint de rien, mais il fait encore la sieste, clairement. Ah, d'accord. Et quand on l'interroge le matin, il n'est pas en super forme le matin. Il dit que quand même, il garde une asthénie matinale. Mais effectivement, la gazo en journée, en tout cas la consulte, est rassurante. Mais quand on l'interroge, on ne peut pas dire ouais, Tout va bien. tout va bien. Ok. La ventilation n'est pas optimale? On doit faire des hypoventilations? Exactement. Hein. Alors, comment on va le voir? Déjà, par principe, quand on a des fuites donc très élevées comme ça, au-dessus de 40, on sent que ça va gêner la synchronisation du patient. Vous voyez le débit qui fait que d'augmenter, de diminuer. Et puis, regardez, en deuxième partie de nuit, la fuite est telle que la pression inspiratoire n'est pas maintenue. La pression, c'est le schéma, la ligne du bas. Vous voyez que la pression inspiratoire n'est pas maintenue. Donc, ça témoigne que le ventilateur n'arrive pas à délivrer la PI qu'on a réglée. Donc, là, on va dire que sur cette nuit-là, il n'est pas ventilé pendant à peu près 40% du temps. Et donc, on comprend bien qu'il soit encore fatigué le matin, qu'il ait peut-être besoin de faire la sieste. Donc, quand on voit ça, hein, des fuites importantes par relâchement musculaire, il faut s'en occuper. Clairement, il faut s'en occuper. Il y a des patients qui ne supportent pas. Lui, franchement, il s'en plaint pas trop, mais ça doit quand même pas être le super confort. Mais il va falloir s'en occuper, ce qui n'est pas du tout simple. Hein. On peut essayer. J'allais dire, on s'en occupe, mais comment? Une mentonnière sur un masque facial? Alors, il y a plusieurs solutions et il faut essayer un peu tout. Ça peut être changer le masque facial, hein, pour une autre marque, si je puis dire. Ça peut être ajouter une mentonnière. C'est rare, mais quand ça marche, c'est bien. Ça peut être essayer de revenir. C'est ce qu'on a fait chez Eric, la Oui, mentonnière avec le masque facial, et ça a super bien marché. Mais effectivement, ça a été long et fastidieux comme trouvaille. ouais, exactement. Ça peut être mettre un masque bucco-narinaire, hein, sauf si c'est un problème d'édentation, c'est-à-dire que si c'est un problème de dentier, souvent le relâchement musculaire, ça survient sur des personnes âgées qui ont des dentiers et qui ne veulent pas garder leur dentier la nuit. Et donc, ils ont les chairs toutes molles et tout. Et le masque bucco-narinaire, là, n'est pas une bonne solution. Ça peut être essayer de repasser un masque nasal plus mentonnière. Enfin, il faut s'en occuper, mais souvent, on ne trouve pas la solution du premier coup. Il faut tâtonner, si je peux dire. D'accord? Ok. Alors, Francis, il a 59 ans, il a un overlap syndrome, donc obésité, enfin SAOS et BPCO. Il est sur une stellar avec un masque facial et il garde une hypercapnie. Pareil, il va mieux, mais ce n'est pas encore le tip top. On regarde son profil de fuite. Je n'ai pas mis l'échelle de temps, mais c'est pareil, c'est une nuit. Qu'est-ce que vous voyez sur la fuite non intentionnelle? Elle est brève et discontinue. Bref, mais ouais. Voilà, brève et discontinue. Répétez aussi. Vous pensez à quoi comme mécanisme? Là, il bouge, non, peut-être? Ça pourrait, mais pour vous donner un peu la puce à l'oreille, vous voyez que non seulement il y a des petites fuites brèves et discontinues, qui ne sont pas importantes, hein, 10 litres, etc. Mais vous voyez qu'en regard, le débit aussi varie. Est-ce que ça vous aide, ça? C'est des ouvertures buccales, non? Non. On verra après les ouvertures buccales, ça a une tête un peu différente. Alors, je zoome pour vous aider. On zoome. Donc, toujours pareil, les fuites non intentionnelles en haut. Donc, on voit qu'elles varient de façon très rapprochée, si je puis dire, hein, avec des cycles de 1 minute, quoi, à peu près. Et effectivement, la forme du débit aussi varie. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça? Aspiration périodique, ce débit. Oh, tout de suite, des grands mots comme ça. On a des obstructions de type hypopnée, limitation de débit.
Exactement. Exactement. Alors, dans la respiration périodique, vous n'avez pas forcément des fuites, puisque c'est un problème de commande centrale. Donc, les voies aériennes sont ouvertes. Donc, a priori, alors on peut avoir de la respiration périodique et des fuites, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Tandis que là, effectivement, on a une association d'obstruction et de fuite. Hein, et ça, c'est très fréquent. Parce que les fuites sont fréquentes, mais parce que l'obstruction, c'est très fréquent. Alors, pour s'en persuader, on va regarder le débit à un moment où il n'y a pas de fuite, donc on se met là, par exemple, hein, il n'y a pas de fuite à ce niveau-là, et le débit, effectivement, a une tête normale, inspiratoire, expiratoire. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une fuite qui apparaît. Si c'était un problème de fuite, on aurait un gros débit inspiratoire et l'absence de débit expiratoire. Mais vous voyez que le débit inspiratoire s'écrase. Donc, en fait, c'est une obstruction qui entraîne la fuite. Les voies aériennes se ferment, le ventilateur se met sur sa fréquence de sécurité, envoie de l'air. Comme les voies aériennes sont fermées, l'air crée de la fuite. D'accord? Donc, en fait, la solution, ce n'est pas tellement de s'occuper du masque, mais c'est de s'occuper des réglages du ventilateur de façon à corriger les obstructions. Et c'est d'autant plus piégeant que, vous voyez, les fuites générées par l'obstruction ne sont pas très importantes, hein, en tout cas, elles sont inférieures à 20 litres minute, mais que les obstructions qu'on voit ici ont une tête très particulière. Hein, on fera un petit focus sur les obstructions à la prochaine session, mais elles n'ont pas une tête normale et donc le ventilateur ne va pas les compter. C'est-à-dire que le ventilateur, dans le compte automatique dit à H, il va vous dire qu'il n'y en a pas. Et puis vous, vous regardez et vous dites, mais si, il y en a. Mais comme elles n'ont pas une tête typique, le logiciel ne peut pas les compter automatiquement. Hein. Donc, voilà. Je reviens sur le tracé en arrière. Quand vous voyez des petites fuites comme ça qui pourraient vous dire « Oh, je ne suis pas très inquiet parce qu'elles ne sont pas très importantes », mais avec un débit qui change, n'hésitez pas à zoomer un petit coup et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le patient il fait des obstructions toute la nuit qui engendrent des fuites, mais le problème, c'est l'obstruction parce que ça va perturber son sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on fait si un patient fait l'obstruction des voies aériennes supérieures? On monte la PEP. Voilà, hein, on monte la PEP d'un point et la pipe d'autant et on réévalue. On n'est pas sûr qu'un ça suffise. Mais ça va être ça la solution. OK? Et donc là ça arrive sur un syndrome overlap, mais est-ce qu'on peut le voir aussi ailleurs? Oui, bien sûr. Chez tous les patients qui sont à risque de faire l'obstruction. Donc, SOH, bien sûr, overlap, et puis même de temps en temps chez un patient chez qui on ne suspectait pas, mais vous pouvez le voir chez un myopathe aussi, par exemple. D'accord. Julien, il est myopathe, justement, il a 31 ans. Il est ventilé la nuit sur un masque nasal et il a une capnie en journée qui est normale. Donc, on regarde son profil de fuite. À nouveau, donc là, il a deux parties dans la nuit. Hein. À un moment, il s'est réveillé, il a remis son masque. Mais on va déjà regarder la première partie de la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des fuites très importantes, presque continues. Hein, des fuites très importantes, brutales. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme mécanisme? Ouverture de bouche, c'est un masque nasal, vous avez dit? Oui, c'est un masque nasal. Donc effectivement, ce profil-là, c'est typique d'une ouverture de bouche. Donc c'est important de se le mettre dans l'œil. Alors il y a deux phénomènes. Déjà, vous voyez bien que quand il met son masque, il y a déjà des fuites. Hein, on démarre avec une ligne de base à peu près à 10 litres minute, donc il ne le met pas bien ou je ne sais pas quoi. Mais surtout, quand il s'endort, vous voyez des augmentations brutales et des diminutions brutales. Et ça, c'est typique de l'ouverture de bouche. Si vous faites du sommeil, vous en voyez beaucoup, hein, parce que quand la bouche s'ouvre, ça crée une grosse fuite brutale, et puis dès qu'elle se ferme, il n'y a plus de fuite.
Donc, quand on voit ces rectangles comme ça, plus ou moins longs, il y a des patients qui ouvrent la bouche et qui la laissent ouverte un bon moment, et il y a des patients qui l'ouvrent quasiment à chaque cycle. Hein, donc, ça monte, ça descend tout le temps. Ça, c'est typique donc d'une ouverture de bouche sur un masque nasal. Hein, ça correspond au relâchement musculaire qu'on a vu tout à l'heure, mais sur un masque nasal, c'est l'ouverture de bouche. Et alors, pourquoi en deuxième partie de nuit, ça va mieux, si je puis dire? Peut-être qu'il n'est pas allongé sur le dos. S'il est sur le côté, l'ouverture de bouche se fait moins facilement. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Il a mis sa mentonnière. Ouais, exactement. Oui. Il a mis sa mentonnière. Hein. Comme très souvent, les patients sont un peu réticents à mettre leur mentonnière. Donc, il a oublié de la mettre, soi-disant en première partie de nuit. Mais ça nous permet de lui montrer que quand même, la mentonnière, c'est pas parfait, mais c'est efficace, quoi, quand même. OK, donc voilà ce qu'on va voir. Donc les ouvertures de bouche, hein, c'est très fréquent sur un masque nasal, en PPC ou en VNI. Donc vous verrez la même chose sur la prisme ATS, des augmentations brutales. Il ouvre la bouche et il la ferme brutalement. Chez Philips, la même chose. Donc chez Philips, on nous montre la fuite totale et la fuite non intentionnelle. Vous voyez que les deux sont tout à fait superposables. Il n'y a que l'axe des X qui change, si je puis dire. Mais si vous regardez le profil, c'est exactement la même chose. Des augmentations et des diminutions brutales. Et la même chose chez Breas, où vous aurez des augmentations et des diminutions brutales. Alors, notre Gilbert, il a ça, lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil. Non? Pareil quoi? Première partie de tracé, ça ressemble vraiment aux ouvertures de bouche. Ouais, exactement. Hein, il a un masque nasal, Gilbert. Et c'est à peu près pareil que Julien, entre guillemets. Il ne met pas bien son masque, ce qui n'est pas surprenant, parce que quand vous connaissez le Lascar, il est un peu négligent, on va dire ça comme ça. Et il ouvre la bouche la nuit. D'accord? Donc, vous vous rappelez qu'il avait des fuites importantes, avec une médiane et un 95e qui était au-dessus des valeurs acceptables. Et quand on voit ça, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Mentonnière? Ouais, c'était un masque nasal aussi. Ouais, c'est un masque nasal. Donc effectivement, on va lui proposer une mentonnière. Ok, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dernier chapitre, ça va être d'évaluer la conséquence des fuites. Alors, quand on a des fuites non intentionnelles, il y a deux conséquences possibles. Comme on l'a vu tout à l'heure, la pression ne peut ne pas être délivrée. Donc ça, c'est grave, évidemment. Mais même pour des fuites beaucoup plus faibles, on peut avoir des asynchronies. En particulier des délais de déclenchement. Quand il y a une fuite, il peut y avoir un temps entre le début de l'effort du patient et le ventilateur, des efforts non récompensés, de l'autodéclenchement, la fuite peut créer l'autodéclenchement, ou du cyclage retardé. Donc, comment on s'en aperçoit? Eh bien, comme on l'a fait tout à l'heure, on va afficher notre courbe de fuite non intentionnelle ou totale et notre courbe de pression. Et si vous voyez que la pression n'est pas maintenue, c'est que la fuite est majeure et que le ventilateur n'est pas en capacité de la compenser. Mais c'est heureux, enfin heureusement qu'il n'est pas en capacité de la compenser, parce que vous voyez, ce patient, il doit avoir peut-être 70 litres de fuite, et il y a un moment où il faut s'arrêter, parce que la compensation, c'est envoyer un débit sur le patient, donc on ne peut pas monter à des débits trop importants, autrement ça serait totalement inconfortable. Hein. Donc vous voyez, ce patient qui a aussi des fuites par relâchement musculaire, probablement, ben, on va dire que les 2/3 de la nuit, il n'est pas ventilé avec les pressions qu'on souhaiterait. Hein. Donc, s'il nous dit qu'il est encore fatigué le matin, que la gazo n'est pas encore terrible et qu'il somnole la journée, on a la réponse.
Mais même pour des fuites beaucoup plus modestes, on peut avoir des asynchronies. Donc ici, on a zoomé sur une échelle de 1 minute. On a la courbe de fuite en haut, de débit et de pression en bas. Vous voyez qu'au début de la plage, il n'y a pas de fuite. En tout cas, le ventilateur dit qu'il n'y a pas de fuite. Et le patient est bien synchronisé. Il déclenche son ventilateur, il n'y a pas de souci. À partir du milieu, il se crée une petite fuite. Et vous voyez, la fuite, elle n'est pas importante. Hein. Le ventilateur dit qu'elle est à 3 litres minute. Donc, c'est négligeable, 3 litres minute de fuite moyenne. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la courbe de débit? On voit que le cyclage est retardé, c'est-à-dire qu'il n'atteint plus son trigger expiratoire et que c'est le TImax qui va terminer le cycle. Donc, il y a un problème de cyclage. Et puis, ici, il y a un effort non récompensé. On verra ça la prochaine fois, la lecture. Mais vous voyez que cette petite fuite entraîne déjà 2 asynchronies. D'accord? Et donc, on se dit, mais ce n'est pas possible qu'une fuite de 3 litres entraîne de telles asynchronies. Eh bien, c'est probablement le cas que je vous disais d'une fuite asymétrique, c'est-à-dire d'une fuite qui est beaucoup plus importante que 3 litres, mais qui survient qu'à l'insufflation et donc qui est sous-estimée par le ventilateur. Mais manifestement, cette fuite ingêne notre patient. D'accord? Donc, le message, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur les courbes et ne pas hésiter à réévaluer et estimer est-ce que cette fuite, elle est grave ou pas. Alors, quand vous avez des fuites importantes, surtout si vous n'arrivez pas à les maîtriser, ce n'est pas le bon moment pour aller mettre un mode automatique. Comme en PPC autopiloté, on ne met pas une autopilotée si on a des fuites parce que ça ne marche pas. Eh bien, en VNI autopiloté, c'est-à-dire tous les modes qui vont faire du VT cible, etc., ne vous amusez pas à faire ça si vous avez des fuites parce que le ventilateur va utiliser des mesures erronées de volume courant pour ajuster l'API. Et donc, généralement, le patient va recevoir moins que ce qu'on aimerait. Donc, il y a des fois où, malgré tous nos efforts, on ne va pas arriver à maîtriser toutes les fuites. Donc, on va composer avec les fuites. Comment on compose avec les fuites? On va diminuer l'aide inspiratoire. Ça ne sert à rien d'utiliser des pressions élevées si on a des fuites. Donc, il y a un moment où il vaut mieux baisser l'API, accepter qu'il ait moins d'aide que ce qu'on aimerait, mais on le gêne moins avec les fuites. Diminuer la sensibilité du trigger inspiratoire si jamais il y a de l'autodéclenchement. Raccourcir le trigger expiratoire si jamais il y a du cyclage retardé et bien utiliser ce TImax qui sert à ça. Pour finir, masque et fuite, comment on fait par rapport au masque? Ici, on a l'histoire de Pierre D. Donc, il y a SOH masque facial. Le patient nous dit au bout d'un moment, j'aimerais bien essayer un masque nasal. Et on dit, bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. On lui met un masque nasal et on voit apparaître des petites fuites qui ne sont pas majeures, on pourrait se dire, bon, ben, ça reste acceptable quand même. Le problème, c'est que le patient il rappelle son prestataire 2 jours plus tard en disant, non, je ne supporte pas, moi je me réveille 3 fois dans la nuit avec des fuites. Donc vous voyez que même des fuites comme ça peuvent gêner le patient. Et donc ce patient de lui-même a préféré revenir sur son masque facial. Un autre cas, Madame Marie V, qui a une myopathie, qui est en phase d'éducation à sa VNI avec des pressions qui ne sont pas très importantes. Et vous voyez un profil de fuite qui montre des ouvertures buccales en permanence. Cette pauvre dame, elle a une maladie neuromusculaire, elle ne peut pas fermer la bouche. On ne peut pas lui dire de respirer par le nez. Elle n'y arrive pas. Donc, bien sûr, ce n'est pas une bonne idée de lui mettre un masque nasal. Mais l'inverse est vrai. Monsieur Michel C., qui a un overlap syndrome, ce monsieur, il est très volontaire, mais on avait commencé par un masque facial et ça a été la galère. Il a essayé tout ce qui existe sur le marché de masque facial et on avait tout le temps des fuites importantes liées
principalement à du relâchement musculaire. Jusqu'à un moment où son prestataire en a eu marre, il lui a remis un masque nasal, ça fuyait beaucoup, puis un masque nasal avec mentonnière, et vous avez vu qu'il a réussi à maîtriser les fuites. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de règle pour les masques. On ne peut pas dire le facial, c'est mieux que le nasal, etc. Il faut savoir passer de l'un à l'autre, jouer avec tous les outils qu'on a, et on finit au bout d'un moment. Des fois, ça prend un peu de temps, mais par trouver la meilleure solution, on va dire, individuelle. Et ce monsieur, on a vu une disparition, une diminution des fuites non intentionnelles dès qu'il a utilisé le masque nasal et la mentonnière. Donc, pour conclure, les fuites, c'est un problème permanent en VNI. La maîtrise des fuites, c'est important, mais aussi la connaissance des fuites pour le ventilateur, c'est important. On va bien distinguer les fuites totales et les fuites non intentionnelles. Donc, certains ventilateurs nous proposent la fuite totale et d'autres la fuite non intentionnelle. Le profil des fuites est très informatif. Donc, regardez comment la fuite se présente tout au long de la nuit, c'est très informatif. Et ce qui est intéressant pour ceux qui utilisent le télémonitorage, c'est que cette information, maintenant, on l'a en télémonitorage. C'est-à-dire qu'un patient qu'on ne peut pas avoir en consultation, qui vous explique qu'il n'est pas bien ou qu'il a des fuites, vous vous connectez, vous regardez son profil des fuites et vous voyez, vous avez une idée assez précise de quelle peut être l'origine de la fuite. Est-ce que c'est du relâchement? Est-ce que c'est l'ouverture de bouche, etc. Savoir apprécier les conséquences des fuites sur la pression et sur la synchronisation. Et concernant les interfaces, il n'y a pas de règle. Il faut savoir passer de l'un à l'autre.